Voilà, ouvert sur le monde de demain et les nouvelles technologies. On va en parler dans cette troisième table ronde, les clés du développement et l'avenir de l'économie de proximité. Alors cette fois-ci, on a un petit peu mieux respecté la parité. J'accueille donc Florence Odidier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Atout numérique à l'espace numérique entreprise. Véronique Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous maître de conférence à l'IUT Lyon 1. C'est bien ça? C'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. Non. Et puis deux hommes quand même. Tony Lo-Judith, vous êtes menuisier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et Emmanuel Moine, vous êtes quant à vous pâtissier, je ne me trompe pas? Bien ça. Alors, on va commencer par, honneur aux dames, Florence Odidier, donc responsable du programme Atout numérique, je l'ai dit, à l'ENE. L'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner les entreprises artisanales qui ont des projets d'investissement dans le numérique? Alors, c'est tout d'abord de les informer, parce que souvent, c'est une grosse nébuleuse, l'informatique, le numérique, les TIC. Ça paraît être un peu même une jungle. Et pendant très longtemps, on peut même dire qu'il y avait une certaine réticence de certains artisans à se tourner vers le numérique, parce qu'on avait peur que ça dénature le métier de l'artisanat. On se rend compte sur les dernières années que cette vague de réticence est passée et qu'on a une beaucoup plus grande curiosité des artisans par rapport à ces questions numériques. Et qu'ils ressentent maintenant le besoin de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces mots et de voir comment ils pourraient les approprier, s'en approprier, et puis en faire un vrai ressort pour leur entreprise. Mais que pour décrypter le patois numérique, ils ont besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui les aide un peu et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où on intervient, donc soit en les informant via des supports d'information, des fiches qui s'appuient sur leurs besoins opérationnels et qui essayent de trouver des solutions numériques, soit en les accompagnant concrètement sur leur projet. Information dans un premier temps, et puis après, s'ils ont un projet d'investissement, vous êtes là? Voilà, on est là. Avec votre expertise, votre... Tout à fait. Avec, en étant, nous aussi, en veillant à la proximité, puisque ce n'est pas Lyon qui essaie de faire écho sur toute la région Rhône-Alpes, c'est 8 relais locaux qui sont là dans chacun des départements pour accompagner des groupes d'entreprises sur leurs projets, en étant sur vraiment le projet de l'entreprise. Donc en 2013, on a accompagné 64 entreprises. On en a 128 de prévus en 2014. Et ceci grâce à un soutien important de la région Rhône-Alpes qui a décidé que aider ces toutes petites entreprises à passer ce fossé-là était l'un des enjeux de l'économie actuelle. Vous intervenez plus spécialement sur quoi? Sur quel... Alors, on peut intervenir sur tout ce qui contient du numérique dans l'entreprise. Donc ça peut être la mise en place d'un logiciel de comptabilité, ça peut être de l'impression 3D, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment dans les médias. Mais on constate quand même en 2013 que la tendance va très fortement vers le web. C'est sur les sites internet refonte, création, mais aussi comment faire en sorte que le site, quand il est créé, soit visible des internautes. Parce que souvent, on s'arrête à la carte de visite du site web et on oublie que la concurrence, elle est plus locale. Elle peut vite devenir internationale et qu'on ne connaît pas nécessairement tout ce qui existe. Et on n'apparaît pas nécessairement en première page de Google juste parce qu'on a fait un site web. Donc il faut aussi travailler sur ces outils-là. Ce n'est pas toujours aussi la meilleure façon de rejoindre ses clients. Parfois, un mailing bien travaillé va permettre d'avoir une proximité plus grande avec un client qui ne sera pas nécessairement qui n'aura pas l'idée nécessairement d'aller chercher son menuisier sur le web. Et si on évolue vers un site marchand, il faut suivre aussi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Déjà, il faut bien faire attention aux conditions juridiques qui sont à respecter quand on fait de la vente en ligne. Parce que souvent, on oublie un peu ce volet-là et on peut vite avoir des difficultés avec la répression des fraudes, par exemple. Mais il faut aussi faire en sorte que l'internaute, le consommateur potentiel, quand il arrive sur le site web, il a jusqu'à cliquer sur « j'achète ». Voilà. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Très bien. Véronique Cohen, vous, vous êtes à l'IUT Ladois, maître de conférence à l'IUT Lyon 1. Vous travaillez sur tout ce qui est formation des étudiants dans le domaine de la gestion à de nouvelles compétences
en matière d'aide et de développement à la diffusion et à l'intégration des TIC, technologies de l'information et de la communication, dans les TPE et les PME. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, plus précisément, je suis responsable pédagogique d'une licence professionnelle en alternance qui s'appelle Management des organisations spécialité e-business. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de former des étudiants pour aider, accompagner des PME dans la mise en place de projets innovants. Parce que, comme l'a dit Florence, c'est vrai que faire un site web, ça ne suffit pas. Avoir un beau site vitrine, il faut derrière aussi le gérer, le maintenir, l'animer, le référencer. Donc, ça demande des tas de compétences que n'ont pas toujours les PME. Donc, c'est des apprentis qui sont sur une année dans ces entreprises et qui gèrent des projets sur un an. Alors, on a mis aussi en place un projet tutoré, là aussi professionnalisant, où on travaille là aussi avec vraiment des TPE qui n'ont pas toujours les moyens, le temps ou les compétences de gérer un apprenti et qui peuvent aussi faire appel à nous pour concevoir, par exemple, un site marchand. Donc là aussi, ils travaillent sur un an avec un groupe de 4 étudiants et on fait vraiment une gestion de projet de A à Z avec une première étape qui est une analyse des besoins du marché. Ensuite, les étudiants, lorsqu'ils ont réalisé un peu ce cahier des charges, réalisent le site web, le site marchand. Et après, la troisième période, une fois que le site est fait, toutes les problématiques de web marketing, donc de référencement, de présence sur les réseaux sociaux, pour amener en effet les gens à acheter, à cliquer. Et là, vous sentez quoi? Vous sentez qu'ils sont un peu désarmés, souvent, les artisans, un peu Alors, perdus? c'est vrai que, on l'a dit, c'est vrai que... pas assez accompagnés. L'artisan, c'est vraiment la tradition, et c'est vrai que les innovations, ça leur fait aussi un petit peu peur, mais ils sont de plus en plus conscients que c'est une nécessité à l'heure actuelle pour se démarquer de la concurrence, pour toucher de nouveaux clients. Donc il y a vraiment, vous l'avez dit, une très grande volonté de s'y mettre. Mais ils ont vraiment besoin en effet d'accompagner parce que ça demande des compétences quand même très spécifiques. C'est la question de la gestion du changement aussi? C'est une vraie problématique d'accompagnement du changement. C'est vrai que dans l'innovation technologique, ce n'est pas la technologie qui pose problème parce que maintenant, il y a aussi des CMS qui permettent très facilement de concevoir des sites. Mais c'est derrière s'approprier ces technologies, les utiliser, créer vraiment de nouveaux usages de commercialisation, de marketing. Et c'est là où ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. C'est vraiment des nouveaux usages, des nouvelles pratiques professionnelles. Nouveaux usages, nouvelles pratiques, mais vous ne les sentez pas réfractaires et non. Ils sont ouverts au changement? Et c'est vrai que c'est récent. Alors c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que maintenant la plupart des artisans sont informatisés. Donc ça, voilà, on est quand même dans un premier pas. Et ils ont vraiment envie. Et puis ils ont des tas d'idées aussi souvent. C'est vrai que j'ai entendu les artisans, c'est pas des gens obligatoirement anciens. Ils ont des tas d'idées. Ils font des tas de choses innovantes dans leur pratique en termes aussi de s'adapter à leur clientèle. Donc, ils ont aussi ce souci sans cesse d'innover dans leur pratique. Mais c'est vrai que ce n'est pas leur cœur de métier, la technologie, la gestion de projet, le web marketing. Donc, c'est là où des apprentis, des alternants peuvent être un outil intéressant pour eux. Alors, les clés du développement, c'est bien sûr aussi la gestion des équipes et des salariés. On va avoir 2 témoignages d'entreprise. Tony Lodjoudis, vous êtes à la tête d'une menuiserie. J'aimerais avoir votre témoignage sur la gestion des salariés, de l'organisation du travail et des équipes. Alors, pas tout à fait à la tête d'une menuiserie, c'est pas tout à fait exact. Je suis menuisier, effectivement. Je travaille dans la menuiserie extérieure, donc la pose de menuiserie extérieure dans les bâtiments collectifs et usages d'habitation. Donc on fait, nous, de la grosse cavalerie, c'est-à-dire qu'on pose à peu près une vingtaine de menuiseries par jour, donc il faut qu'on soit organisé. Et effectivement, pour conserver des salariés, parce qu'on a un métier qui est un petit peu pénible, on a beaucoup d'approvisionnement, on a beaucoup de choses un petit peu pénibles parce qu'on doit percer pour fixer nos menuiseries. Donc il faut qu'on ait effectivement des salariés qui doivent rester parce qu'il faut quand même 6 mois de formation à un gars pour qu'il puisse être compétent. Et puis aujourd'hui, comme on a beaucoup parlé de normes tout à l'heure, comme on a énormément de normes avec les histoires BBC, etc., donc il faut qu'on puisse former les gens. Donc pour garder les équipes, il faut qu'on ait des équipements pour pouvoir approvisionner nos menuiseries correctement.
pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces menuiseries, il faut qu'on ait les formations nécessaires pour ça, donc les BBC, BBC, etc. Alors c'est vrai qu'ensuite, alors le management des équipes, j'aime pas trop, on n'est que 4 dans l'entreprise, donc on ne va pas parler de ça. On va plus parler effectivement de contact avec les conducteurs de travaux, parce qu'on travaille beaucoup avec les conducteurs de travaux, on travaille aussi avec d'autres corps d'État. Donc il faut qu'ils puissent répondre un petit peu, parce qu'aujourd'hui on travaille avec des conducteurs de travaux qui sont surchargés de travail, et puis quand ils arrivent, il faudrait que ça soit fait tout de suite. Donc aujourd'hui, avant, pour avoir une confrontation un petit peu pénible, il faut que mes gars puissent leur répondre sans être au conflit systématique. Alors on a trouvé des choses intéressantes avec la CAPEB. On a des formations aujourd'hui qui sont intéressantes, on a des formateurs qui sont intéressants. L'année dernière, on a passé à peu près 35 jours de formation avec mes gars. Donc, ils apprennent. Et puis, ce que j'ai appris, moi, avec mon expérience, c'est qu'il faut former les gens. J'ai un salarié que j'ai depuis 2001, et le dernier que j'ai embauché est en 2012. Je veux les garder, mais ils ne sont pas mariés avec moi. Donc, il faut Alors, aussi comment est-ce que vous faites justement pour arriver à les fidéliser? Alors, les fidéliser, ça passe effectivement par ces formations-là. Et puis, ça passe aussi par de la technique. Donc, c'est énormément de formation. C'est un accompagnement. En fait, je me mets en retrait, tout simplement. Je leur demande, je les ai formés pendant 6 mois. Donc, là, ils sont opérationnels. Et ensuite, il faut que, quand on a des choses un petit peu nouvelles, il ne faut pas systématiquement qu'ils prennent le téléphone en disant je ne sais pas, parce que je sais déjà un petit peu qu'ils vont rencontrer de ces choses-là. Donc je leur demande de réfléchir un petit peu. Quand ils ont réfléchi, avant de mettre en œuvre, on pense faire comme ça, on pense faire de telle manière. C'est la démarche que vous avez, donc c'est bon, vous pouvez y aller. En fait, c'est de leur laisser de l'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des gens. Moi, Et la tentation d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et alors, c'est ce qu'il faut éviter, oui. Ou de se faire débaucher parce que quelqu'un propose un salaire meilleur. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on est dans une niche un peu spéciale. Dans la profession, je suis dans une niche un petit peu spéciale. Et effectivement, c'est le piège un petit peu de se faire débaucher nos gens qu'on a bien formés, etc. Donc ça passe beaucoup par de la technique et puis du matériel, parce que j'ai quand même investi pas mal d'argent pour pouvoir approvisionner mes menuiseries autrement que... à d'autres charges. Donc ça passe aussi par ça. Mais la formation, ils ont compris tout de suite qu'ils n'allaient pas le trouver forcément ailleurs, parce que 35 jours de formation l'année dernière, il faut quand même y aller, quoi. Et c'est aussi parfois l'accompagnement par un consultant également? Alors l'accompagnement par un consultant, oui, effectivement, on avait pensé un petit peu, pas cette année, mais l'année qui vient, là, oui, je pense qu'on va s'en occuper effectivement pour voir un petit peu dans l'année, ce qui pêche, ce qui pêche pas, régler un petit peu ce genre de problème. Voilà. Autre témoignage, celui d'Emmanuel Moine. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes pâtissier, vous avez une formation, un CAP, un brevet de maîtrise pâtissier. Vous êtes la Maison Moine, une entreprise qui a 85 ans, c'est ça? C'est bien ça, oui. Implantée à Vaux-en-Velin, 18 salariés. Expliquez-nous un petit peu comment vous arrivez à fidéliser les équipes, à les faire grandir avec vous. Comment ça se passe? Fidéliser les équipes, disons que c'est un dynamisme d'entreprise qui se veut toujours un petit peu en recherche de nouveautés, de création, de satisfaction du client, de la clientèle, et qui, malgré une ville qui n'est pas très glorieuse, la clientèle répond, la clientèle est présente grâce à notre ancienneté, grâce à notre qualité. La clientèle répond aux grandes occasions et au quotidien également. Et puis c'est aussi de s'adapter à de nouvelles demandes avec de nouveaux produits. Alors s'adapter à de nouvelles demandes, oui et non. Il est bien évident qu'on doit innover et pas s'endormir sur nos lauriers. Après, à nous, je crois, d'aller chercher un petit peu la nouveauté. Et quand on est dans une ville comme la nôtre, avec une histoire comme la nôtre, on est parfois un peu blessé d'avoir que notre clientèle ici a une mauvaise réputation de notre commune. Donc j'ai eu l'idée, en participant à un groupe de travail de stratégie, financé par la région Rhône-Alpes, en collaboration avec une personne, on a eu l'idée de mettre en place un petit rock food qui irait sillonner les zones d'activité de l'Est lyonnais pour étendre notre renommée sur l'Est lyonnais.
Il irait chercher donc, les clients en sortie de lieu de travail, très ponctuellement, c'est-à-dire un jour dans une zone, le lendemain dans la ville voisine, surtout pas à côté d'un confrère pour pas le blesser. De vendre quelques produits de manière à amortir cette démarche, et puis de proposer tout ce qui va bien comme support de communication, montrer l'entière totalité de notre gamme par une tablette numérique, par différentes choses. Voilà, Et avec donc, ce truck food, vous avez 3 produits phares, c'est ça? c'est ça. Qui sont Une baguette à l'ancienne, dans les mêmes saveurs d'il y a 85 ans, on va dire, avec des techniques d'aujourd'hui. Donc sur une fermentation très lente, voilà, donc avec une base de levain liquide. Un gâteau de voyage aux saveurs de chocolat et citron et noisette qui voyage très bien, comme on peut dire un gâteau de voyage. Et un bonbon de chocolat. Voilà, très gourmand, à vous nous mettiez, à voilà. base de noisettes et autres. Vous auriez dû en apporter là sur ce plateau. C'est toujours ce qu'on me dit. C'est dommage. Hein. Où que j'aille, on me dit mais pourquoi il n'y a pas... Bon. Voilà. Et puis je crois qu'aujourd'hui, il faut adapter dans notre métier, la pâtisserie essentiellement, il faudra adapter les cursus de formation parce que moi, 22 ans de carrière, les jeunes qui débarquent aujourd'hui après leur formation, ils sont moins compétents que nous. Alors qu'aujourd'hui, on est devant les entreprises à devoir acquérir du matériel à commande numérique et des choses comme ça. Donc on a un total décalage. Si eux, à la base, ne savent pas faire la première masse qui va aller dans la machine à numérique, enfin à commande numérique, eh bien, ils seront incapables de gérer leur poste, de gérer leur fabrication. Donc il faut que les instances professionnelles et formatrices se remettent un peu en question. Donc faire évoluer les formations. Faire évoluer les formations et regagner en compétences, tout à fait. Est-ce que vous êtes senti ou est-ce que vous vous sentez bien accompagné dans votre volonté de faire évoluer votre entreprise? Par mon équipe, oui. Oui. Par mon équipe, oui. J'ai un bon noyau qui... Et par des intervenants extérieurs aussi. Est-ce que quand oui, vous avez voulu évoluer, créer ce truck food, on a, oui, je pense qu'effectivement, malheureusement, en tant que chef d'entreprise, on est trop souvent la tête dans le guidon. Donc on ne prend pas assez le temps d'aller se renseigner sur ce qui est possible d'avoir, et de par les organismes professionnels, les organisations professionnelles et puis diverses solutions. Mais oui, la région Rhône-Alpes, l'Association des métiers de bouche à Lyon, l'UPA, fait beaucoup de choses pour essayer de nous aider, mais parfois avec peu de retour de l'artisan parce qu'il n'a pas le temps, il n'est pas intéressé, enfin il ne pense pas être intéressé et il n'est pas renseigné non plus. Quand vous êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait aller chercher sans doute un complément d'activité en dehors de votre propre commune, vous aviez fait quoi, une étude de marché ou pas spécialement? Non, c'est une réflexion personnelle. Vous sentiez qu'il y avait le potentiel Il y a le potentiel, puisqu'on est une commune à un faible pouvoir d'achat, avec sur l'Est lyonnais des communes avec un pouvoir d'achat supérieur. Et se dire, notre qualité, elle peut forcément contenter d'autres sur un rayon plus large. Donc juste un esprit de développement d'entreprise. Très bien. Je voudrais qu'on écoute votre témoignage aussi sur ce magasin du futur qui avait été présenté au CIRA en 2013. Alors ça, c'était une volonté commune des métiers de bouche, du Rhône, de la région Rhône-Alpes et puis de l'espace numérique entreprise dans le cadre aussi d'Atout numérique, de montrer aux professionnels des métiers de bouche ce que le numérique pouvait leur apporter, alors aujourd'hui mais aussi demain. Et donc justement, comment on pouvait allier savoir-faire et innovation numérique. Donc par exemple, on a reconstitué complètement une boutique. En l'occurrence, on était autour d'un peu de la boulangerie-pâtisserie, parce que c'était ce qui avait été assez parlant aussi pour les visiteurs du CIRA, voilà. Mais on avait aussi d'autres produits présentés. On avait quelques fromages, on avait plusieurs choses.
Et ça avait été la volonté vraiment de partir de l'usage, comme le disait Véronique tout à l'heure, et non pas de la technologie. C'est-à-dire montrer ce que ça allait donner dans une boutique, comment les gens réagissaient en visitant, en essayant eux-mêmes, en se mettant à la place du client, qui, par exemple, pouvait personnaliser son futur gâteau sur une table interactive et choisir le texte qu'il allait mettre, mais aussi les parfums, et le précommander pour venir le chercher le dimanche suivant, et sans qu'il arrive le dimanche matin en se faisant expliquer tous les gâteaux qui étaient là, et en regrettant qu'il n'y ait pas marqué « Bon anniversaire mamie » sur le gâteau qu'il souhaitait apporter à sa grand-mère. Voilà. Mais c'était aussi la possibilité d'avoir des étiquettes avec des codes QR, comme on voit maintenant sur les affiches, par exemple, de la ville de Lyon, qui permettaient, avec ce genre de petits outils dont plus en plus de clients sont équipés, d'avoir des informations sur les ingrédients qui y étaient dans les différents produits présentés. Voilà. Et ceci pour aussi fluidifier la file d'attente, parce que c'était l'une des problématiques. Voilà. L'idée, c'était vraiment de partir de la problématique de l'artisan, dans les différentes questions qui se posaient, et de voir si le numérique pouvait apporter des solutions, sachant que ce n'étaient que des exemples, et qu'il y a encore de très nombreuses innovations qui peuvent se faire. On voit par exemple en région Rhône-Alpes se développer dans les métiers de bouche des systèmes de sites web où on peut précommander son plateau repas et venir le chercher à midi dans un guichet spécialisé. Il y a une boulangerie qui est en train de le faire dans la Drôme. C'est un peu du drive, mais qui est complètement calé sur le besoin du client qui a de moins en moins de temps pour déjeuner à midi et en étant pareil dans des zones d'activité où les gens ont tendance maintenant à penser à leur sandwich à 11h du matin devant leur écran d'ordinateur. Donc comment être présent auprès du client en s'appuyant sur du numérique, mais dans le temps d'y penser à 11h du matin, c'est pas 8h30, 9h juste avant de commencer. Alors après, chacun a son timing là-dessus. Voilà. Mais c'est d'être ouvert de toute façon aux besoins du client et de pouvoir lui répondre, mais toujours en lui offrant un produit de qualité. Parce que je crois que c'est vraiment ce que les artisans intègrent aujourd'hui aussi dans le numérique, c'est un savoir-faire de plus qu'ils n'ont pas nécessairement, mais auxquels ils peuvent apporter des choses différentes de ce qui s'est fait dans les grosses entreprises, parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont la proximité du client, et ça, les grosses enseignes ne le font pas. Anticiper les besoins futurs des clients, leurs demandes, leurs attentes, c'est aussi un enjeu important pour vous. C'est bien au courant de tout ce qui concerne pour nous tout ce qui est isolation, tout ce qui est étanchéité extérieure entre nos menuiseries, etc. Donc c'est vrai que c'est de participer, c'est de faire des salons et puis c'est de se renseigner sur tout ce qui se fait. De ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous présente non plus, parce que sinon ça serait fait avoir souvent, mais de se renseigner effectivement. Et puis aujourd'hui, on a un service à l'AKPM, un service technique qui est intéressant aussi, donc on peut aussi leur poser des questions. Mais c'est vrai que se tenir informé aujourd'hui est super important, quoi. Donc, et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, se tenir informé des normes et évidemment des nouvelles réglementations. Sans arrêt, comme c'est souvent en train de changer. C'était une vitesse phénoménale aujourd'hui qu'on ne sait plus entre les problèmes de HQE, les problèmes BBC, le problème encore, parce qu'il y a encore une autre norme derrière que les gens ne savent pas trop quand on parle de NP4, etc. On parle de basse consommation, on s'en sort plus ou moins. Et j'ai en tête un petit chantier sur lequel tout le monde se fait avoir, parce qu'on est passé en passif au lieu de passer en BBC. Et quand vous faites des tests de perméabilité, c'est plus du tout pareil. Donc les menuiseries n'étaient pas adaptées, donc voilà, c'était un gros problème. Donc ça, c'est super important, effectivement, de faire attention à ça. Je n'étais pas prescripteur là-dessus, ça allait, mais c'est vrai que c'est compliqué, très important. Très bien, merci pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de conclure? Une ou deux interventions? Oui, monsieur. Allez, deux, là. Oui, allez-y, je vous en prie. Parfois, la grande difficulté, j'admire l'économie de proximité pour ça, à gérer à la fois, on parle de nouvelles technologies, on parle de mettre en place des sites web, etc. Et on parle en même temps de proximité. Et parfois, c'est très difficile pour les artisans qui sont sur place, je trouve, de gérer cette proximité où ils ne doivent pas perdre leur valeur et dire bonjour à la petite mamie qui vient chercher son croissant. Et puis en même temps, on va aller sur le web, on doit toucher à des gens qui ne sont plus dans la proximité. Donc je ne sais
pas comment les entreprises arriveront à gérer ça. Comment on arrive à gérer ce grand écart? Monsieur Moine? Alors, pour moi, ce n'est pas un grand écart, c'est plutôt une prospection plus large qui devrait nous ramener de la clientèle en proximité. Pour l'occasion, voilà. C'est ma vision. Madame Cohen? Oui, c'est pas non plus antinomique, c'est complémentaire. C'est vrai que cette relation, elle est présente. Le numérique ne va pas enlever, ôter cette proximité, ce contact. C'est quelque chose en plus qui peut aussi permettre d'entretenir des relations, de fidéliser aussi son client. Donc ça va ensemble. Mais c'est très complexe. Oui. Oui. Gérer la complexité. Oui, allez-y. Non, le numérique, ce n'est pas que le web non plus. Oui. Comme le disait M. Moine, une tablette numérique, par exemple, dans un food truck, c'est une belle façon aussi de présenter ses produits. Son catalogue. Voilà. Donc on n'est pas toujours obligé non plus d'avoir un site web. On peut avoir aussi, nous on a un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée sur le numérique en l'aidant à mettre en place un logiciel de comptabilité et qui lui a permis de découvrir qu'il y avait des factures qui n'avaient jamais été envoyées aux clients depuis 2 ans. Donc le chiffre d'affaires a explosé. Voilà. Et bien ça, c'est du numérique. Et autant dire qu'on a aidé à la performance de l'entreprise. Bien sûr. Monsieur? Oui, sur le plan de l'innovation, il y a l'innovation technologique bien sûr qui est extrêmement importante. À cet égard d'ailleurs, normalement, la région lyonnaise devrait être promue comme site d'évolution de la robotique, par exemple. Parce que la robotique peut dans les métiers traditionnels avoir un rôle. Mais l'innovation, c'est aussi les nouvelles formes d'organisation du travail. Et je pense en particulier au développement des formes de télétravail qui font que, en particulier pour les artisans, les professions de bouche, de proximité, plutôt en périphérie de la métropole, à partir du moment où on va voir se développer le télétravail, on va avoir une partie de la population qui ne viendra plus travailler, notamment en tertiaire, saisir des données toute la journée dans les bureaux de la métropole, mais qui pourra travailler en partie de son domicile et du coup redevenir un consommateur de proximité pour les artisans, notamment les métiers de bouche, qui sont dans les zones d'habitation. Donc par rapport à ces mouvements sur lesquels on est un peu en retard, est-ce que justement il y a des réflexions collectives autour des organisations artisanales pour repositionner peut-être le métier traditionnel, mais dans un espace d'organisation du travail un peu qui évolue? Alors, Véronique Cohen, voulez-vous répondre? Moi, j'ai fait une thèse sur le télétravail. Donc, alors, le télétravail, c'est en effet une nouvelle organisation du travail. C'est aussi un changement, c'est aussi une innovation qui ne va pas de soi et qui, en France, a beaucoup de mal à se développer, à se mettre en place parce que la culture aussi du travail, la manière aussi d'appréhender le management, l'organisation d'une équipe, c'est beaucoup aussi de proximité, avoir ses salariés sous la main, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a plein aussi de réticences et ça demande là aussi encore une fois, un vrai accompagnement du changement, cette nouvelle organisation du travail. Mais en France, ça a du mal à se développer. Donc c'est encore là aussi très complexe et il y a encore beaucoup de choses à faire pour la développer. J'y crois énormément, mais c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et là-dessus, je peux mettre des chiffres aussi, parce qu'à l'espace numérique entreprise, Oui. on a accompagné des entreprises pour qu'elles expérimentent le télétravail. Parce que l'implantation du télétravail passe souvent par une première expérimentation. Et on a de grosses difficultés à trouver des petites entreprises qui acceptent justement de changer leur mode de management et de passer à une autre façon de travailler. Alors, on y croit tous, parce que c'est ce qui se disait aussi tout à l'heure sur la nouvelle réflexion entre temps de travail, temps privé. Il y a sans doute beaucoup de choses sur le commerce de proximité, ou en tout cas l'économie de proximité qui peut être en jeu, mais c'est une vision d'avenir. Bertrand Fayet et Bruno Cabu. Oui, dans cette matière-là, l'UPA peut donner l'exemple, et même a donné l'exemple, puisqu'en tant qu'entreprise, cette fois, puisque c'est une équipe de 4 collaborateurs, IAL travaille en télétravail depuis quelques mois. Et ça fonctionne bien en fait. Donc maintenant, moi, je me disais, tiens, est-ce qu'on va tester, pas tester, qu'est-ce que ça va donner? C'est comme mon assistant
chez elle de très loin de Lyon. Et d'ailleurs, on imprimait tous les documents directement dans mon bureau. Voilà. Ça se fait. Mais oui. Voilà, j'ai découvert ça et je crois qu'il faut chacun une médiation, mais c'est possible. Du coup, il achète son pain chez son boulanger. Donc, on a développé l'artisanat. Bon, vous confirmez que ça fonctionne bien? Vous allez... Si je peux rebondir aussi, c'est aussi une des solutions pour les femmes et aussi les hommes qui veulent concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est une des réponses à cet équilibre-là. Bruno Cabu? Oui, ce que je voulais dire, ça va recouper un petit peu ce qui vient d'être annoncé. C'est-à-dire que moi, je suis pleinement persuadé qu'on est passé de mutation conjoncturelle et cyclique à une mutation aujourd'hui permanente, notamment grâce ou à cause de, suivant comment on vit, au développement du numérique. Et que je pense qu'on en a encore pour un certain temps de cette mutation qui est un petit peu permanente. Et justement, quand tout à l'heure dans l'introduction, je disais il faut s'ouvrir à notre environnement, essayer de mieux le comprendre, ben voilà, on en est là aujourd'hui et mieux le comprendre, c'est aussi pour saisir les opportunités, avoir des temps de vie et des temps professionnels peut-être un peu plus organisés, gagner en productivité, gagner en réactivité. Et je crois que c'est tout l'enjeu de ce qui nous attend demain dans l'avenir de l'artisanat et qu'il faut absolument que l'artisanat, le commerce de proximité prennent le train du numérique. C'est pour ça qu'on avait insisté pour faire ce magasin du futur, pour donner un petit peu de perspective à travers les métiers de bouche, mais à travers aussi, l'UNE fait très bien tous les secteurs d'activité. Et je crois que ça continue parce qu'il y a aussi des projets qui sont en train d'être initiés, qui vont sortir demain, après-demain. Et je pense qu'on aura beaucoup de témoignages à amener pour faire voir que c'est bien des opportunités et pas des contraintes pour alléger un petit peu la vie au quotidien des artisans et du commerce de proximité. Très bien, merci de ce témoignage, Bruno Cabu. Un mot de conclusion à vous quatre. Cette table ronde, c'était les clés du développement et l'avenir de l'économie de proximité. Si vous deviez donner une clé pour vous de développement et puis dire en un mot, caractériser en un mot l'avenir de l'économie de proximité, qu'est-ce que vous diriez? Alors, une clé. Une clé. Pour moi, c'est être bien au fait du besoin de ses clients. Parce que même quand on parle sur un site web, il faut parler avec le langage de son client. Et c'est là, je pense que cet alliage de tradition, compréhension de son client, savoir-faire et anticipation et création de nouveaux usages, c'est vraiment ce qui fera qu'on a de nombreuses choses à développer encore sur toute cette économie de proximité. Et un mot pour caractériser l'avenir de l'économie de proximité? Moi, je suis persuadée qu'elle continuera à être là aussi parce qu'on est dans un monde en mutation et que on est quand même on regarde vraiment aussi un peu cette proximité. Hein. Peut-être parce que le numérique justement nous ouvre de tels horizons qu'on regarde cette proximité. Mais pour moi, l'avenir continuera de toute façon à passer par une innovation d'usage. D'accord. Merci beaucoup. Emmanuel Moine. Multicompétence du chef d'entreprise et accueil, qualité et authenticité. Parfait. Voilà. On devrait y arriver. Continuons à former nos salariés, continuons à les former, à leur apprendre effectivement que le numérique, parce que peut-être qu'effectivement, dans 5-6 ans ou dans une dizaine d'années, on travaillera avec des tablettes, ils auront les informations et les recherches. Donc c'est vrai qu'il faut leur apprendre aussi. Puis continuons à les former parce que c'est pas parce qu'on sait quelque chose que dans 10 ans, on fera encore la même chose. Donc continuons. Véronique Cohen, à vous le mot de la fin. Alors, prendre des apprentis de la licence Pro et Business pour justement ce que vous disiez, hein, faire que ces technologies, elles s'ancrent dans une culture d'entreprise, hein, dans des vrais besoins et qu'elles ne soient pas faites par un informaticien à l'extérieur qui ne connaît rien vraiment de ce que vit au jour le jour cet artisan.
Et puis il y a un grand avenir là-dedans. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé donc à cette troisième table ronde, troisième plateau, et c'était le dernier. Et puis on a bien compris, oui, que l'économie de proximité avait un bel avenir, avec de belles initiatives qu'on a eu l'occasion de vous présenter tout au long de ces débats. Merci à vous, et puis à très bientôt. Mais bravo à l'UPA Rhône-Alpes.